Alors, pour le tout dernier cours de l'année, j'ai souhaité vous tracer les grandes lignes et vous expliquer les grandes caractéristiques de l'école historique française du XXe siècle, appelée plus couramment l'école des Annales. En tout cas, c'est une des grandes écoles historiques françaises. C'est celle qui a dominé, je dirais, la production. Alors, je vais me limiter à une période qui va de 1929 à 1979 et que j'ai décidé d'appeler les 50 glorieuses. Un petit peu, c'est un clin d'œil à Jean Fourastier qui a parlé des 30 glorieuses pour l'économie et la société française d'après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ces deux dates ? 1929, parce que c'est la date où une revue historique va être créée à Strasbourg, les Annales d'histoire économique et sociale, et 1979, parce que c'est la date de parution de ce qui a été sans doute le plus grand livre d'histoire, à mes yeux en tout cas, de la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir la parution des deux derniers volumes de la grande œuvre de Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e, 18e siècle. Voilà. Donc ça explique le point de départ et le point d'arrivée. Alors, cette école historique qui va se matérialiser dans une revue en 1929 a deux fondateurs. Alors, deux fondateurs, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire. Vous vous souvenez peut-être que le marxisme a deux pères, c'est Karl Marx, mais aussi Friedrich Engels, et que le christianisme a deux fondateurs, c'est Jésus de Nazareth et Paul de Tarse. Alors, c'est pas par hasard que je fais une comparaison avec cette grande religion qui a dominé une grande partie du monde, le christianisme, et d'autre part, cette idéologie qui va dominer une grande partie du XXe siècle. En effet, l'école des Annales va vraiment dominer, après la Deuxième Guerre mondiale, l'historiographie française. On peut donc parler même d'idéologie dominante dans la production historiographique. Toute proportion, évidemment, gardée par rapport à ces deux grands mouvements de pensée que j'ai évoqués juste avant. Ces deux fondateurs sont, d'une part, un médiéviste qui s'appelle Marc Bloch, B-L-O-C-H, et d'autre part, un moderniste spécialiste du XVIe siècle qui s'appelle Lucien Febvre, F-E-B-V-R-E. Ils étaient nés tous les deux dans les 20 dernières années du XIXe siècle. Leur formation est terminée avant la Première Guerre mondiale. Ils vont soutenir leurs thèses respectives avant 1920. Donc l'un, Lucien Febvre, soutiendra en 1911 une thèse sur Philippe II et la Franche-Comté, étude d'histoire politique, religieuse et sociale. Quant à Marc Bloch, qui lui est un médiéviste, il va soutenir une petite thèse volontairement courte sur les serfs sous les rois capétiens au début du XIVe siècle. Ces deux historiens, en fait, vont se rencontrer à l'université de Strasbourg, qui redevient française après la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle, en effet, que de 1870 jusqu'en 1918, donc pendant près de 50 ans, l'Alsace et la Lorraine sont allemandes et que la prestigieuse université de Strasbourg est donc également une université d'empire. Ça lui a permis de disposer d'une bibliothèque
extrêmement riche, donc financé à l'époque du Reich allemand, et ça lui permet également, parce qu'il s'agit de reconquérir pour les Français le terrain perdu, ça va permettre également à l'Université de Strasbourg de voir rassembler entre ses murs des savants qui sont des grands novateurs, des gens extrêmement brillants, que ce soit dans le domaine de la sociologie, avec Maurice Halbwachs, que ce soit dans le domaine de la linguistique, avec Antoine Meillet, que ce soit dans le domaine de la sociologie religieuse, avec Gabriel Lebras, qui est un juriste de formation, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres à ce moment-là, et surtout grâce à l'arrivée de toute une série d'historiens tout à fait remarquables, parmi lesquels justement Lucien Febvre et Marc Bloch. Quel est le projet de ces deux historiens qui sont donc collègues à l'Université de Strasbourg et qui vont fonder ces annales d'histoire économique et sociale en 1929? Remarquez d'abord que la date de 1929 n'est pas due au hasard, c'est l'année de la grande crise économique, et on comprend dès lors que le centre d'intérêt des historiens se porte vers ce secteur historiographique particulier. Leur souhait est essentiellement de mettre en relation toutes les sciences humaines, et donc de créer une revue qui a pour centre de gravité l'histoire, mais c'est une histoire qui va se nourrir de la sociologie, de l'économie, de la linguistique, de la sociologie. Je n'ai pas parlé de Charles Blondel, qui lui aussi enseigne à l'Université de Strasbourg à ce moment-là. À côté de ces spécialistes des sciences humaines, vont parrainer la revue et vont y collaborer de manière d'ailleurs très régulière un antiquiste qui s'appelle André Pigagnol, spécialiste de l'Empire romain. On va avoir également Espinas, qui est un spécialiste de l'industrie drapière dans les Flandres au Moyen-Âge. On va avoir également toute une série d'historiens, même un historien belge, le plus grand des historiens belges, est considéré d'ailleurs comme sans doute un des plus grands historiens de son époque, Henri Pirenne. Donc vous avez une photo qui se trouve dans le fond de la classe. Vous voyez, Henri Pirenne, 1862-1935, c'est en fait une exposition qui a été présentée à l'Université de Liège il y a de ça maintenant 25 ans, en 1985, si je parviens à bien lire cette année. Voilà. Henri Pirenne, qui était professeur à l'Université de Gand, mais qui est originaire de la région liégeoise. Henri Pirenne, qui est un grand médiéviste à l'époque, spécialiste de l'histoire économique et sociale et de l'histoire de la Belgique, puisqu'il va publier une grande histoire de Belgique en 7 volumes, qui va faire référence pendant, je dirais, au moins 50 ans, avant que l'on se mette à publier des histoires de la Wallonie, l'histoire de Flandre, ou publier une nouvelle édition de l'histoire générale des Pays-Bas. Les deux fondateurs, donc, Marc Bloch et Lucien Febvre, vont, avec une énergie incroyable, publier avant la guerre plus d'1 millier d'articles, de comptes rendus, de programmes de recherche pour cette revue. C'est tout à fait étonnant, on a l'impression qu'ils ne dormaient jamais. C'est vraiment étonnant quand on feuillette les numéros d'avant-guerre des annales d'histoire économique et sociale. Alors, quelles étaient les spécialités de ces deux historiens?
j'ai parlé de leur thèse tout à l'heure, mais Marc Bloch s'était illustré, entre autres choses, par la publication d'un ouvrage tout à fait neuf dans l'histoire des mentalités, qui inaugure l'histoire des mentalités, et qui s'intitule « Les rois thaumaturges », et il s'interroge sur ce phénomène particulier de ces rois de France et même d'Angleterre qui guérissent des écrouelles, c'est une maladie donc depuis l'époque du Moyen-Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et il s'interroge donc sur ce pouvoir de ces rois guérisseurs, donc thaumaturges, en essayant de comprendre justement ce qui permettait dans les mentalités des populations françaises d'adhérer à ce phénomène sacré de la royauté. Marc Bloch est aussi l'auteur d'un ouvrage important qui s'intitule « Les caractères originaux de l'histoire rurale française », qui est également un ouvrage, je dirais, fondamental parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux chercheurs qui cherchaient justement un sujet de thèse de doctorat ont décidé de se lancer dans l'histoire rurale, l'histoire des terroirs, mais vu du point de vue de l'histoire économique et sociale, avec une base, bien entendu, géographique. Marc Bloch va aussi publier en 1939-1940 sa grande synthèse sur la société féodale dans la collection L'histoire de l'humanité, l'évolution de l'humanité chez Albin Michel. C'est un ouvrage qui apporte des perspectives tout à fait nouvelles justement dans le domaine de l'histoire sociale et de l'histoire des mentalités, et il se détache de l'histoire juridique de la féodalité et institutionnelle telle qu'on la pratiquait auparavant. Lucien Febvre, lui, va, après sa fameuse thèse donc, sur Philippe II et la Franche-Comté, où il dépasse le cadre politique pour aller vers l'histoire religieuse et l'histoire sociale, et c'était à l'époque tout à fait une révolution, il ne faut pas l'oublier, et dans les années qui suivent la guerre, il va publier une biographie de Luther, le grand réformateur, en essayant de dépasser la biographie traditionnelle telle qu'on pouvait l'écrire jusqu'à son époque, pour montrer que, finalement, si la pensée de Luther a pu s'installer dans la première moitié du XVIe siècle, c'est parce qu'elle était attendue. Et donc il montre la conjonction entre une personnalité et son époque. Donc ce n'est pas Luther en tant que tel qui l'intéresse, c'est Luther, la pensée de Luther en tant que révélateur d'une époque. Il va s'intéresser beaucoup à l'histoire des mentalités, il va publier une étude sur Marguerite de Navarre, il va publier également un ouvrage sur le Cymbalum Mundi. Sa spécialité, c'est donc l'histoire religieuse et l'histoire des mentalités du XVIe siècle. L'ouvrage qui, je dirais, constitue le sommet, je dirais, de sa carrière sur le plan méthodologique, c'est son ouvrage sur Rabelais. C'est un ouvrage qui s'intitule « La religion de Rabelais », avec comme sous-titre « Le problème de l'incroyance au XVIe siècle ». Ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est justement le problème. Donc il faut voir le sous-titre. C'est le problème de l'incroyance. Il se pose la question, est-ce que Rabelais pouvait être athée? Est-ce qu'il était pensable d'être athée au XVIe siècle? Et il conclut que ce n'était pas possible parce que, et là il introduit un concept nouveau qui est celui d'outillage mental. Il se dit, au XVIe siècle, on ne dispose pas de l'outillage mental pour être athée. C'est la conclusion qui résulte de son grand livre qu'il publie donc pendant la guerre. Alors cette école des annales, on peut la prendre par plusieurs bouts, par plusieurs angles. Tout d'abord,
c'est une revue, je vous l'ai déjà dit, où de nombreux articles vont être écrits non seulement par des historiens, mais par des spécialistes des sciences humaines, comme des linguistes, des sociologues, des géographes. J'ai oublié de vous parler des géographes tout à l'heure. Ensuite, c'est un programme. On essaye de décentrer, je dirais, l'histoire et de l'enrichir par des méthodologies venant des sciences humaines. Et justement, le troisième élément, c'est cette méthodologie elle-même. Qui va être apportée grâce à ces sympathisants que j'évoquais tout à l'heure, ces savants spécialistes des sciences humaines. Donc, vous retenez les trois éléments. 1, c'est une revue. 2, c'est un cercle d'amis et de sympathisants. Et 3, c'est un programme et une méthodologie. Alors, après la guerre ou pendant la guerre, les annales, la revue Les Annales vont connaître de gros problèmes. Bien entendu, c'est la période de l'occupation. Le titre va changer, ils vont s'appeler mélange d'histoire sociale, et c'est à la demande de Lucien Febvre que le titre a changé. Marc Bloch lui-même est juif. Il va, au début du régime de Vichy, pouvoir enseigner dans des universités du sud de la France, mais très rapidement, son statut de juif ne lui permet plus d'enseigner, et il va faire de la résistance active. Pendant la guerre, cela ne l'empêchera pas de publier encore des comptes rendus et des articles sous le nom de M. Fougère, parce qu'il va prendre plusieurs pseudonymes, et finalement, il va être pris à Lyon et fusillé au mois de juin 1944, peu de temps après le débarquement. Il avait eu le temps d'écrire pendant la guerre un ouvrage important qui diagnostique les raisons de la défaite française au mois de juin 1940. Cet ouvrage s'appelle « L'étrange défaite ». C'est un ouvrage qui analyse avec une acuité étonnante la défaite en France. Il montre, entre autres choses, combien les mentalités des Français à ce moment-là étaient, comment dirais-je, atteintes par la démobilisation véritablement face à l'Allemagne. Il meurt donc en 1944 et on se retrouve au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec un seul directeur de cette revue qui va bientôt changer de nom et s'appeler Annales, Économie, Société, Civilisation. Il y a le terme civilisation qui s'ajoute. Vous vous souvenez qu'initialement, en 1929, on parle d'annales économiques et sociales. Ici, on voit un terme nouveau qui est celui de civilisation et qui prend en compte justement tout cet aspect de l'histoire des hommes lié au comportement et lié, je dirais, aux mentalités, à l'histoire culturelle plus généralement. On peut considérer qu'il y a eu trois phases dominantes dans l'histoire des annales. D'abord, une première phase où domine, je dirais, l'influence de la géographie, de 1929 jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et même bien au-delà. On peut même aller au-delà, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses thèses seront des thèses d'histoire régionale, donc qui partent d'un territoire bien circonscrit. Et puis il y aura une deuxième phase qui va de 1940, enfin les 20 années, je dirais, qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, où va dominer l'histoire économique et l'histoire quantitative.
Autrement dit, on va accorder de plus en plus d'importance aux chiffres et aux statistiques. Il ne faut pas oublier que ces 20 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale sont marquées chez les intellectuels d'une manière générale par le marxisme. Donc beaucoup d'intellectuels sont marxistes, même si déjà en 1956, au moment de l'affaire hongroise, et lorsque les chars soviétiques ont écrasé la révolte à Budapest, donc en 1956, déjà beaucoup d'intellectuels français s'éloignent du Parti communiste, et plus encore à la suite de la révélation du rapport Khrouchtchev qui dénonce les crimes de Staline pendant les 25 ans de son règne personnel entre 1928, définitivement, même si ça commence déjà un peu plus tôt, et 1953, et où tout devient clair pour beaucoup de gens qui étaient pourtant des intellectuels et qui avaient été leurrés. Et après 1965, on peut dire qu'il y a une troisième phase dans l'histoire de l'école des Annales, celle qui est dominée par l'histoire culturelle, par l'anthropologie historique et par, je dirais, la micro-histoire. Quand je parle de micro-histoire, il faut bien s'entendre. Il s'agit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'un programme et d'un projet tout à fait ambitieux. Parce qu'à partir d'événements très ponctuels, on essaie de reconstituer tout un monde sur le plan économique, social, politique, anthropologique. Alors, deux exemples très caractéristiques de ce courant de la micro-histoire, ce sont les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui va être le successeur de Fernand Braudel. Mais avant de vous parler de Pierre Hubert et d'Emmanuel Leroy-Ladurie, je me dois évidemment de vous parler de celui qui va succéder à Lucien Febvre après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1948-49, lorsque sa thèse soit soutenue, c'est-à-dire Fernand Braudel, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans le courant de vos études ici à l'École normale. Fernand Braudel soutient donc à la fin des années 1940 une thèse de doctorat tout à fait novatrice, mais une thèse immense quantitativement. Il s'agit vraiment d'une thèse de poids au sens physique du terme. Fernand Braudel avait d'abord choisi une thèse qui devait s'appeler Philippe II et la Méditerranée. Donc on voit un petit peu le lien qu'il y avait avec la thèse de Lucien Febvre, Philippe II et la Franche-Comté. Or, Fernand Braudel va appeler finalement sa thèse la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Autrement dit, le personnage central de l'histoire, ce n'est plus maintenant un homme, a fortiori ici un roi, Philippe II, qui vit dans la deuxième moitié du XVIe siècle, mais il s'agit d'un personnage collectif, si je puis dire. C'est la Méditerranée et le monde méditerranéen. Donc ce sont les hommes qui vivent dans une région particulière du globe terrestre, c'est-à-dire la Méditerranée. Les sources qu'il va utiliser sont essentiellement des sources espagnoles, des sources italiennes, je dis principalement, parce qu'il a également été chercher des documents à Dubrovnik. À l'époque, c'est la Yougoslavie, et il va chercher également des documents là où il le peut, sur le pourtour de la Méditerranée. C'est une thèse de géohistoire. Autrement dit, quand on lit cet ouvrage, eh bien on peut dire que l'histoire soutient le cadre géographique et vice-versa. Il était parti dans ses recherches d'un événement, la bataille de Lépante en 1571. Cette bataille énorme qui va opposer d'une part les Turcs ottomans et d'autre part, la bataille de Lépante, comme ça se situe, comme souvent les batailles navales sont souvent situées
en Grèce. Hein, pensez à la bataille de Pharsale, pensez à la bataille d'Axium dans l'Antiquité, ben, Lépante, hein, le golfe de Lépante, ça se trouve à l'ouest de la Grèce, et qui opposait donc d'une part les Ottomans au sommet de sa gloire. Je rappelle que dans la première moitié du XVIe siècle, Soliman le Magnifique va être l'arbitre entre François Ier, le roi de France, et Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Et c'est l'époque également, à l'époque qui nous intéresse, je crois que c'est Sélim Ier qui est à la tête de cet empire ottoman, et qui est encore un grand sultan avant le déclin de l'empire ottoman au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc on trouve d'une part les Ottomans contre une fédération d'États chrétiens, parmi lesquels on trouve l'Espagne et plusieurs États italiens, comme les États pontificaux ou la République de Venise, qui est une grande puissance économique à ce moment-là. Venise ne se limite pas simplement à la terre ferme qui se trouve donc dans le fond de la mer Adriatique, mais Venise possède la Dalmatie à cette époque-là, et toute une série d'îles, qu'on appellera plus tard yougoslaves, mais aussi des îles grecques. Et Venise est la grande puissance qui commerçait avant l'arrivée des Turcs, et qui continue d'ailleurs à commercer à ce moment-là dans le bassin oriental de la Méditerranée. Voilà. Et donc à partir de cette bataille, qui est une bataille extrêmement importante, 1571, Braudel va essayer de comprendre les rapports de force en Méditerranée. Mais il va remonter très haut pour ça. Il va même remonter jusqu'au XIVe siècle. Et même, il va étudier les prolongements jusqu'au XVIIe, voire le XVIIIe siècle. Donc à partir d'un événement, quelque chose de tout à fait ponctuel, il va reconstruire tout un monde. Fernand Braudel va établir, en vue de rendre intelligible l'histoire du monde méditerranéen, va établir 3 étages dans l'histoire. La bataille de Lépante appartient à ce qu'il appelle l'écume des vagues, l'écume de la mer Méditerranée. Autrement dit, c'est de l'événementiel que l'on ne peut expliquer que par des forces plus profondes. En dessous de cette écume des vagues, il y a les vagues elles-mêmes. Et donc, à côté de cette histoire événementielle, ou en dessous de cette histoire événementielle, il y a donc une histoire conjoncturelle. C'est de l'histoire économique. Et enfin, en dessous de ces vagues, il y a les lames de fond qui se trouvent tout en dessous, je dirais, de cette masse d'eau, et qu'il appelle l'histoire structurelle. Là-bas, donc 3 étages. Au sommet, l'histoire événementielle, donc, ce sont les faits politiques, je dirais, militaires. En dessous, l'histoire conjoncturelle, c'est l'histoire économique et sociale. Et enfin, la lame de fond, c'est le temps de la géohistoire, c'est le temps de l'histoire multiséculaire qui est celle de la Méditerranée depuis l'Antiquité. Et c'est par l'étude de ces 3 niveaux qu'il parvient justement à expliquer l'événement qui était le point de départ de son enquête. Par la suite, Fernand Braudel va faire des recherches pendant plus de 20 ans qui vont le conduire, quand on dit 20 ans, même près de 30 ans, qui vont le conduire à la publication de son chef-d'œuvre, hein, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, qui est une grande fresque de l'histoire économique mondiale du XVe siècle au XVIIIe siècle. Il va reprendre cette
partition des temps de l'histoire. D'ailleurs, chacun des 3 volumes correspond grosso modo, parce qu'il y a 3 volumes dans cette œuvre, correspond grosso modo à ce que j'expliquais il y a quelques instants. En 1967, le premier volume paraît. En 1979, les tomes 2 et 3. Le tome 1 de 1967 porte sur la civilisation matérielle. Il s'intéresse aux manières de vivre, aux habitudes, à ce qui est la base, je dirais, à la vie quotidienne des gens, de par le monde, hein, aussi bien en Chine qu'en Inde, en Amérique, en Europe, ou en Afrique. Ensuite, dans le deuxième volume, là, il va étudier non plus la vie quotidienne des gens, mais les échanges. C'est le temps de l'économie, et dans le troisième volume, je simplifie, hein, parce que ces temps ne recouvrent pas exactement la division en 3 volumes. J'essaie de simplifier un petit peu ici, et le troisième volume s'intéresse plutôt au capitalisme. Alors il distingue bien justement l'économie du capitalisme. L'économie, c'est ce qu'on appelle habituellement l'économie de marché, ce sont les échanges entre les individus, entre les groupes. Le capitalisme, lui, n'a pas de frontières nationales, et les capitalistes, explique-t-il dans son œuvre, s'en sortent toujours. Ils sortent toujours des crises. On les retrouve, pourquoi? D'une période à l'autre. Parce qu'ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Autrement dit, ils ont réparti leurs risques, et quand une affaire ne va pas bien, eh bien, ils investissent dans une autre affaire, dans un autre endroit du monde. Tandis que, par contre, les entreprises petites et moyennes, elles, subissent de plein fouet les crises conjoncturelles. Donc, il fait bien la différence entre l'économie de marché et le capitalisme, alors qu'on les confond souvent. Pour lui, l'histoire des temps modernes peut se résumer à la succession de ce qu'il appelle des économies-mondes. Ce sont des systèmes économiques qui gravitent autour d'une ville qui est en même temps un port. Pour lui, il y a d'abord Venise au XVe siècle, Anvers au XVIe siècle, Amsterdam au XVIIe siècle, Londres au XVIIIe et XIXe siècle, et enfin, mais ça sort de son propos, puisqu'il s'arrête à la fin du XVIIIe siècle, il y a évidemment New York au XXe siècle. Quant au XXIe siècle, il se fait que Fernand Braudel est mort en 1985, on pourrait évidemment dire que ce sera peut-être Shanghai, qui sait. En tout cas, vous savez qu'on a tendance à dire que le centre de gravité du monde, dans les 30 ou 40 prochaines années, va se situer dans la zone Pacifique, et que ce seront donc, d'une part, les Japonais, les Chinois, les 4 dragons d'Asie, c'est-à-dire Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, et d'autre part, sur la côte ouest des États-Unis, la Californie, qui seront autour desquels va se décider l'avenir économique de l'univers. Vous savez très bien que les États-Unis, le centre de gravité de l'innovation économique ne se situe plus sur la côte est avec New York, Boston, etc., mais se situe plutôt dans ce qu'on appelle la Silicon Valley, donc en Californie, où là vous avez de multiples start-up, c'est-à-dire des sociétés qui cherchent à innover, qui parfois naissent et meurent très rapidement, où on est en train de penser, je dirais, le système informatique de demain. C'est là que se situent Google et Microsoft, etc. Enfin, toute une série de grosses sociétés, mais pas seulement des grosses sociétés, aussi des petites sociétés qui se trouvent dans cette fameuse Silicon Valley, où il y a, je dirais, tous les penseurs de l'industrie et de la technologie, je dirais, de demain qui se trouvent. Bon. Alors, enfin, à la fin de sa vie, Fernand Braudel a
parce que je vous dis, en fait, il est né en 1902. Donc, quand les deux derniers tomes, Civilisation, matériel, économie et capitalisme, paraissent en 1979, donc si je calcule bien, il a bien 77 ans. Il va mourir en 1985, donc en 80 à 83 ans. Mais il se fait que avant la publication de ses livres, les deux tomes dont je vous parlais, il s'était lancé dans une grande histoire de France, mais une histoire de France d'un point de vue tout à fait nouveau. Non pas une histoire événementielle ou politique et militaire comme on l'avait fait longtemps, mais un ouvrage dans lequel il essaie de dégager les caractéristiques propres à la France, en partant de sa démographie, de son économie, de sa société. Et seulement 3 volumes vont paraître, peut-être 4, non, 3 volumes vont paraître dans cette série, c'est l'identité de la France. Il prévoyait, je crois, 8 volumes, mais évidemment, l'âge venant, il savait très bien d'ailleurs qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de son entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer un professeur de l'université de Pékin, il y a ça 25 ans, qui avait lui-même rencontré Fernand Braudel, et Braudel lui avait dit, je sais très bien que les 5 derniers volumes, je ne pourrais jamais les faire paraître, et puis il avait plus de 80 ans. Mais en tout cas, il avait déjà le plan de ce qu'il voulait faire, mais seuls les 3 premiers volumes parlent. C'est une question d'âge, bien sûr. Voilà. Alors, à côté de Fernand Braudel, qui reprend la succession de Lucien Febvre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à côté de lui, il y a toute une série de collaborateurs. Mais lui est le directeur, je dirais, c'est le grand chef, on l'a même appelé le pape des historiens, pendant une trentaine d'années, je dirais entre 1950 et 1985, la date de son décès. Donc on a dit que c'était le pape des historiens. Alors quand je dis pape, c'est pas seulement parce que c'était non seulement un très grand historien sur le plan scientifique, c'est parce que c'était un patron, il dirigeait beaucoup de choses. En effet, en 1949, il succède à Lucien Febvre au Collège de France dans la chaire d'histoire de la civilisation moderne. Il va devenir le président du jury d'agrégation, très important. Donc c'est lui qui va déterminer l'ordre, je dirais, des agrégés. Et c'est ce qui fait que, suivant la place que vous occupez à l'agrégation, vous êtes envoyé au fin fond de la France dans un lycée perdu, ou au contraire, dans un lycée plus prestigieux, dans une grande ville de France, voire à Paris. Et ce qui vous permet éventuellement de progresser dans votre carrière. Parce que la France est un pays jacobin, où tout part de la base et tout remonte vers Paris. En Belgique, nous ne connaissons pas ce système-là, nous sommes dans un pays éclaté, qui a une vieille tradition particulariste qui remonte au Moyen-Âge, une tradition de type féodal. Quand on est de Liège, on est avant tout de la principauté, on est éventuellement proche des Français, mais on n'a rien à voir avec Namur ou avec Charleroi. Le sentiment national wallon est une pure construction qui date d'il y a peut-être une quarantaine d'années. Mais avant d'être wallon, en Belgique, on est d'abord liégeois, on est d'abord carolorigien, on est d'abord namurois, montois, etc. Et un Ardennais n'a pas grand-chose à voir avec un lié. Un Ardennais dira, moi je suis Ardennais. Et encore, un Ardennais, c'est pas une chose qu'un Gaule. Quelqu'un qui habite en Gaule, quelqu'un qui habite à Virton, dira, moi je n'ai rien à voir avec les gens de Château. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a un sentiment très particulariste. Tandis qu'en France, là, depuis Louis XIV, depuis la monarchie absolue, qui a connu son couronnement, mais entre 1792 et 1794, avec les Jacobins au pouvoir, Danton, Robespierre, et par la suite, je crois que Nicolas Sarkozy est tout à fait dans cette ligne-là, c'est carrément une monarchie républicaine, ça n'a rien à voir avec la féodalité à la belge. D'ailleurs, en Belgique, on parle tout le temps de fief, on parle de fief de Dardenne, le fief de Coenberg, que sais-je, on est encore dans une mentalité très particulière. Donc en France, ce n'est pas du tout le cas. Donc, être président du jury d'agrégation est un poste stratégique pour permettre aux gens, aux jeunes historiens brillants, d'avoir une marche
de plus que d'autres pour commencer à progresser dans leur carrière. Autrement dit, le jury d'agréation vous permet de monter à l'étrier, pour utiliser une expression courante, d'avoir le pied à l'étrier. Alors, une institution va être créée aussi, juste après la guerre. Elle est fondée par Lucien Febvre tout à la fin de sa carrière, lui-même meurt en 1956, mais dès que Fernand Braudel lui succède au Collège de France, il est retraité en fait. Et Lucien Febvre a créé, avec l'aide de Fernand Braudel, la 6e section de l'École pratique des hautes études. La 6e section de l'École pratique des hautes études à la Sorbonne, en fait, à Paris. Et cette 6e section, en fait, s'intitule Sciences économiques et sociales. Donc on retrouve le projet, je dirais, des annales, c'est-à-dire sciences économiques et sociales, mais en fait c'est l'histoire qui doit être au cœur de cette section des sciences économiques et sociales. Fernand Braudel succède à Lucien Febvre, donc non seulement comme professeur au Collège de France, il est président du jury d'agrégation, et enfin il est président de la 6e section de l'École des hautes études, qui va s'appeler à partir des années 1900, je crois que c'est en 1974, que son nom va changer, son intitulé va changer, puisqu'elle va s'appeler dès lors, elle va devenir autonome, elle va quitter la Sorbonne et va devenir l'École des hautes études en sciences sociales, qui existe toujours à l'heure actuelle. Donc l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, il faut savoir qu'à l'École des hautes études en sciences sociales, c'est une sorte d'énorme faculté d'histoire à Paris. Les 3/4 des enseignants sont des historiens. Vous imaginez une sorte d'université où l'enseignement d'histoire est le point fort. Enfin, ce n'est pas une université, c'est un établissement d'enseignement supérieur de haut niveau doctorat. Et vous devez vous dire qu'il y a peut-être une centaine d'historiens qui enseignent là. Une centaine d'historiens dans une seule faculté. Donc, cette université à l'échelle des États-Unis. Elle se trouve à Paris, elle se trouvait au boulevard Raspail, mais je crois que maintenant on l'a déplacée à l'est, au nord de Paris, où la ministre de l'Éducation en France, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse, souhaiterait établir donc un grand campus où se trouverait toute une série de grands établissements français, de pointe. Alors, Fernand Braudel va diriger les annales jusqu'à la fin des années 1960. À partir de ce moment-là, c'est un triumvirat qui va diriger la revue. On va trouver, pour l'histoire médiévale, Jacques Le Goff, pour l'histoire moderne, Emmanuel Leroy-Ladurie, et pour l'histoire contemporaine, Marc Ferraud, avec des secrétaires qui lui ont succédé, d'abord Jacques Revel et puis André Burrière, et où l'accent va être manifestement mis sur, je dirais, l'histoire ethnologique. Donc c'est l'histoire des mentalités, mais construite à partir de concepts bien définis. Il ne s'agit pas de faire la vie quotidienne des Poitevins ou des Angevins au Moyen-Âge ou au XVIe siècle sans concept, non. C'est vraiment une méthodologie précise que ces historiens utilisent et qui est empruntée évidemment aux spécialistes des sciences sociales de cette époque-là. En effet, il ne faut pas oublier que dans les années 60, il y a la grande vague du structuralisme. Le structuralisme qui est pratiqué, même si plusieurs de ses défenseurs se sont défendus des déstructuralistes. Je pense à Claude Lévi-Strauss, lui, il ne s'est pas défendu, il se dit franchement structuraliste dans le domaine de l'anthropologie, de Roland Barthes dans le domaine de la sémiologie, d'Althusser dans le domaine de la philosophie marxiste, même de François Jacob éventuellement, parce qu'il utilise le terme de structure, mais dans un autre sens dans le domaine de la biologie, de Michel Foucault.
dans le domaine de l'histoire des systèmes de pensée, par exemple, ou de Jacques Lacan, encore dans le domaine de la psychanalyse. Alors, l'histoire aurait pu se perdre en entrant dans un système structuraliste fermé. Parce qu'en effet, la notion de structure est non pas anti-historique, mais est anhistorique. Parce que le structuralisme s'établit à partir de l'analyse des sociétés de manière synchronique, un petit peu comme déjà dans le domaine de la linguistique, Fernand de Saussure l'avait pratiqué depuis le début du siècle, donc depuis 1911, je crois qu'il a publié son traité de linguistique générale. Voilà. Alors, maintenant reste, je voulais vous parler justement d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie, qui va succéder à Fernand Braudel au Collège de France, Emmanuel Leroy-Ladurie va, en 1975, publier un best-seller. Alors là, c'est étonnant de la part d'un historien savant. Il va publier un best-seller qui s'appelle Montaillou. Grâce à des archives extrêmement riches, qui sont en fait des registres d'inquisition de l'évêque de Pamiers, dans le sud de la France, en Languedoc, il va étudier toute une société, à l'époque de l'Inquisition, enfin, la société d'un village à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. C'est un ouvrage, c'est une monographie tout à fait remarquable, qui a eu beaucoup de succès. Vous avez l'impression d'être vraiment dedans. Donc il fait de la sociologie ou de l'ethnographie rétrospective, puisqu'il a plus de 7 siècles, en fait, pratiquement. En 1979, il publie un autre livre du même type, qui s'appelle Le Carnaval de Romans, qui se trouve également, la ville de Romans avec un S à la fin, qui se trouve également en Languedoc, où là il étudie dans la deuxième moitié du XVIe siècle, cette fois-ci, les rites d'inversion lors du carnaval. Le carnaval servant de soupape de sûreté dans une société où les tensions sont vives et où les petits jouent aux grands, les grands jouent aux petits. Vous savez, c'est le principe de l'inversion. Ça permet, je dirais, de calmer le jeu une fois par an, sauf que ça tourne mal au carnaval de Romans. Ça tourne mal. Vous savez, c'est comme dans les écoles, ou peut-être ici, je ne sais pas si ça va se faire un jour, mais à la fin de l'année, des étudiants font une revue où ils mettent en scène leurs professeurs qui sont caricaturés, imités, et ça permet évidemment de détendre l'atmosphère. Vous avez l'équivalent dans le monde politique belge avec ce qu'on appelle la revue des galeries à Bruxelles. Vous avez comme ça pendant 15 jours ou 3 semaines des comédiens bruxellois qui jouent donc le rôle d'hommes politiques qui sont très facilement reconnaissables en les caricaturant. Chez nous, Lini Roupeau, donc Lini Milquet, des choses comme ça. Alors évidemment, les hommes politiques se précipitent, parce qu'il n'y a pas du côté narcissique évidemment, ils aiment bien se voir dans un miroir déformant, c'est une ambiance bon enfant, et ça permet également de calmer, je dirais, la tension qui peut exister contre des hommes politiques, souvent qui appartiennent à un monde qui est souvent mal vécu, car lié à l'argent, à l'incompétence, à des discussions stériles. Alors à côté de Leroy-Ladurie, vous avez encore d'autres historiens importants. Dans le domaine toujours de l'histoire moderne, vous avez Pierre Goubert, qui a initié l'histoire démographique dans les années 50. En 1960, il publie sa thèse sur qui s'intitule « 100 000 provinciaux dans le Beauvaisis au XVIIe siècle ». En fait, c'est une histoire démographique tout à fait nouvelle
où il a pris les registres de baptême, les registres de mariage, les registres de mortalité des paroisses, pour justement voir comment les courbes, pour établir justement des courbes démographiques, et il est revenu sur toute une série de poncifs auxquels on croyait auparavant, et il a démontré que, contrairement à ce qu'on pensait, au XVIIe siècle, l'âge du mariage est tardif, on se marie tard, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se marie tard. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne veut pas fractionner les propriétés, le patrimoine de ses ancêtres, et donc cela permet d'avoir moins d'enfants aussi, en se mariant tard, et donc il montre aussi les stratégies liées au moyen de restreindre justement la natalité à ce moment-là pour éviter d'avoir, comme à d'autres périodes, de très nombreux enfants entre lesquels il faut leur partager le bien que l'on possède. Il y a donc des stratégies qui sont mises en place à ce moment-là. Voilà pour Pierre Goubert. Mais alors du côté de l'histoire médiévale, il y a quelques grands historiens aussi. Il y a d'abord Georges Duby, qui va publier, je crois que c'est en 1954, un ouvrage essentiel sur les traces de Marc Bloch, de ses caractères originaux de l'histoire rurale française, qui avait été publié chez Collin, et que Duby, lui, son ouvrage va le publier chez Aubier. C'est en fait une histoire économique et sociale des campagnes françaises pendant le Moyen-Âge classique. En Angleterre, en Allemagne et en France. Et donc on va enfin sortir de l'histoire événementielle, traditionnelle, et là il veut véritablement montrer les dynamiques qui existent pendant le Moyen-Âge classique. Il avait fait sa thèse sur le Mâconnais, parce qu'il avait des sources abbatiales très importantes pour la période du XIe et XIIe siècle. Alors, à côté de Georges Duby, qui va publier quelques grands ouvrages comme Les trois ordres de l'imaginaire du féodalisme, comme Le temps des cathédrales aussi, il va publier également des petites monographies comme Guillaume le Maréchal ou Les dames du XIIe siècle. Je cite ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit maintenant. Il écrit aussi l'Europe au Moyen-Âge, des recueils d'articles, enfin bon, que je ne vais pas citer ici. Et Georges Duby était vraiment un initiateur aussi, enfin plutôt le successeur de Marc Bloch. Il a fait aboutir le projet de Marc Bloch. Et dans l'histoire médiévale, vous avez enfin Jacques Le Goff. Alors Jacques Le Goff, qui vit toujours à ma connaissance, il a plus de 85 ans certainement maintenant, Jacques Le Goff qui a introduit la notion d'imaginaire dans l'histoire médiévale. Lui-même n'a jamais soutenu de thèse, mais c'est vraiment un très très grand médiéviste français. Et il a publié en 1964 la meilleure synthèse, à ma connaissance, qui existe sur le Moyen-Âge, c'est La civilisation d'Occident médiéval, qui a été publié d'abord chez Artaud et qui a été republié dans la petite collection Champ-Flammarion. Donc ça, c'est un ouvrage que je vous recommande très vivement. C'est de l'histoire économique, sociale, mais aussi et surtout peut-être de l'histoire des mentalités. À l'époque, on sent encore le soubassement marxiste de ces théories, mais c'est certainement pas du marxisme dogmatique, doctrinal, tel qu'on pouvait en avoir évidemment dans les pays de l'Est à l'époque. C'est vraiment une histoire très intelligente. Donc si vous deviez lire un ouvrage sur l'histoire du Moyen-Âge, je vous conseille cet ouvrage qui est apparu maintenant il y a près de 50 ans et que je trouve toujours remarquable dans le genre. Comme d'habitude, quelques ouvrages pour vous orienter si vous souhaitez approfondir le sujet d'aujourd'hui et surtout pour vous permettre dans votre carrière qui viendra dans les prochains mois, pour que vous puissiez donc peut-être avoir étoffé votre culture générale. Alors tout d'abord, sous la direction de Jacques Le Goff, que je vous citais tout à l'heure, un ouvrage publié aux éditions Retz, dans la collection Les encyclopédies du savoir moderne, La Nouvelle Histoire. Alors il s'agit d'un dictionnaire
d'un dictionnaire de l'école des Annales. Parce que l'école des Annales, à partir des années 70, on l'appelle la nouvelle histoire, pour la distinguer de l'ancienne, c'est-à-dire de l'histoire historisante telle qu'on la faisait encore au XIXe siècle, c'est-à-dire une histoire érudite. Les spécialistes de l'école des Annales ne sont pas contre l'érudition, certainement pas, mais d'une histoire où l'érudition se suffisait à elle-même, on faisait de l'histoire politique et militaire principalement. Alors vous avez comme ça toute une série d'articles, alors vous voyez chaque fois avec des onglets, voilà, qui vous permettent de repérer facilement les notices qui vous intéressent. Alors, dans le même genre, Dictionnaire des sciences historiques. C'est un ouvrage qui est plus savant, sous la direction d'André Burguère, aussi un des chefs de file de l'anthropologie historique, donc membre de l'école des Annales, aux presses universitaires de France. C'est bien un dictionnaire. Alors, des magazines littéraires déjà anciens, mais qui reflètent la manière dont ces historiens des Annales se pensaient. Il s'agit d'interviews. Le numéro 164 du magazine littéraire intitulé « L'histoire aujourd'hui ». À la même époque, donc quand je dis à la même époque, ce sont des vieux numéros du magazine littéraire, le numéro, j'essaie de retrouver alors, le numéro 123 de 1977, n'oubliez pas que la période que je considère aujourd'hui, 1929-1979, donc, qui s'intitule « La nouvelle histoire », avec des interviews des historiens dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors, pour ceux qui pratiquent un petit peu l'italien, mais enfin l'italien c'est facile à lire, donc la naissance de l'histoire sociale en France de la Commune aux Annales, publié chez Einaudi et publié par Luciano Allegre et Angelo Torre. L'italien, après 2 jours, vous pouvez le lire, en tout cas le parler c'est peut-être autre chose, mais ça se lit très très facilement. Alors de Cedronio, Storiographia francese di ieri e di oggi, donc dû à Cedronio, je viens de vous le dire, publié chez Guida. Alors, sous la direction de Carbonel et Livet, au berceau des Annales, le milieu strasbourgeois, l'histoire en France au début du XXe siècle, publié par l'Institut d'études poétiques de Toulouse. Alors, un ouvrage récent, publié chez Armand Collin, qui s'intitule « Les historiens ». Il est question, entre autres, de Marc Bloch, de Fernand Braudel, de Georges Duby, de Lucien Fèvre, et de toute une série d'historiens dont je ne vous ai pas parlé ici, faute de temps. Donc il ne s'agit pas ici que des historiens de la nouvelle histoire, des historiens des Annales, mais aussi d'autres grands historiens du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, publié cette année-ci, les historiens français à l'œuvre, 1995-2010, sous la direction de Jean-François Sirinelli, Pascal Gauchy et Claude Gauvard, aux presses universitaires de France, si vous voulez être au courant des recherches dans le domaine de l'histoire en France. De Philippe Carrard, alors là, ce n'est pas un historien, c'est un littéraire, qui écrit un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Poétique de la nouvelle histoire, le discours historique en France de Braudel à Chartier ». C'est publié chez Payot. En fait, c'est un spécialiste d'histoire littéraire qui a essayé de montrer que la réussite des historiens de l'école des Annales n'est pas due simplement à la nouveauté de leur recherche scientifique, de leur champ d'investigation, mais est liée également à une écriture spécifique. Effectivement, moi, si vous me passez, sans montrer le nom de l'auteur, un texte de Braudel, de Leroy-Ladurie, Lucien Fèvre, je peux immédiatement vous dire que ça c'est du Lucien Fèvre, ça c'est du Fernand Braudel. Ça, ils ont des caractéristiques littéraires tout à fait évidentes. On ne peut pas se tromper. Oui, alors publié en 1979 par l'École des hautes études en sciences sociales, un petit fascicule sur Marc Bloch, 1886-1944. Alors, son grand ouvrage, La société féodale, publié juste à la veille de la guerre. Alors là, je vous recommande, même si c'est un petit peu vieilli. Chez Armand Collin, donc c'est un numéro spécial des Annales,
Les caractères originaux de l'histoire rurale française, je vous ai apporté le tome 1. Alors, un petit fascicule publié également par l'École des hautes études en sciences sociales Lucien Febvre, 1878-1956. C'était une exposition à la Bibliothèque nationale. Ah, mais je peux peut-être vous montrer la photo de Lucien Febvre, tant qu'à faire. Comme ça, vous verrez. Voilà. J'ai des photos des autres aussi, hein, mais bon. Alors, une biographie du même Lucien Febvre, La pensée vivante d'un historien, due à un historien allemand, Hans-Dieter Mann. C'est le numéro 31, Cahier des Annales. Alors, sa thèse était publiée dans une collection de haute vulgarisation, Philippe II Lafranche-Comté, chez Flammarion. Son livre méthodologique important, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, dans la collection d'Humanité, l'évolution de l'humanité. L'introduction est essentielle pour comprendre la notion d'outillage mental. Alors, la biographie de ce grand historien belge, dont la photo se trouve derrière vous, je vous l'ai montré tout à l'heure, et qui apparaît ici sous la forme d'un timbre publié à l'occasion de son décès, je crois, Henri Pirenne, une étude biographique intellectuelle par un historien américain qui s'appelle Brice Lyon, publié chez Stora Scientia, donc en anglais. Alors, pour ne pas oublier, je vous rappelle que j'ai enregistré la leçon inaugurale de Fernand Braudel au Collège de France en 1950. Cette leçon s'appelle « Position d'histoire 1950 ». Donc c'est un CD que j'ai réalisé il y a 1 an ou 2. Comme ça vous voyez la tête de Fernand Braudel aussi. Et vous avez de nouveau sa tête, là c'est un numéro de novembre 1984, de 212, Braudel, le patron de la nouvelle histoire. Encore, alors une biographie de lui, de Pierre Dex, qui est un historien de l'art marxiste. Vous voyez de nouveau la photo de Braudel. Alors, d'une italienne, Giuliana Gemelli, Fernand Braudel, préface de Maurice Aymar, qui est un proche, un collaborateur de Braudel, aux éditions Odile Jacob. Alors, les grands ouvrages de Fernand Braudel, tout d'abord, ici j'ai la 2e édition de La Méditerranée et le monde méditerranéen, j'ai apporté le tome 1. Alors, j'ai apporté la première édition, celle de 1967, de Civilisation matérielle et capitalisme, chez Armand Collin. Alors, j'ai apporté le tome 1 de l'identité de la France, qui a pour sous-titre Espace et Histoire. Et alors, d'un ouvrage que je vous recommande, qui a été réédité en poche, dans la collection Biblioréférence, si mes souvenirs sont bons, alors là, je vous le recommande très vivement, c'est très pédagogique, Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, chez Artaud Flammarion. Vous avez des chapitres sur toutes les grandes civilisations. Très bien fait, très pédagogique. En fait, c'est un manuel qu'il a publié en 1963, qui était destiné aux élèves de dernière année d'enseignement secondaire. Donc c'est niveau réto, quoi. Donc très accessible. Mais il a donc été réédité plus récemment en livre de poche. Alors, je vais glisser ça de côté. Alors, de Jacques Le Goff, ouvrage que je vous recommandais vivement, très vivement de lire tout à l'heure, La civilisation d'Occident médiéval, en Champ Flammarion. Alors, des entretiens avec Marc Ergon, Une vie pour l'histoire, donc vous voyez Jacques Le Goff ici, édition de la découverte. Du même Le Goff, parmi de nombreux ouvrages, j'en ai pris un qui me semble assez révélateur, c'est un recueil d'articles qui s'intitule L'imaginaire médiéval aux éditions Gallimard. Il écrit également pour un autre Moyen-Âge, un Saint-Louis, un François d'Assise aussi. Et alors, En que sais-je, il écrit un bon banquier marchand au Moyen-Âge. Il a aussi écrit aux éditions du Seuil, Les intellectuels au Moyen-Âge. Alors, d'un de ses élèves et collaborateurs, Jean-Claude Schmitt,
la raison des gestes dans l'Occident médiéval. Alors là, c'est l'étude des comportements, des gestes de l'homme médiéval à partir de sources iconographiques. C'est tout à fait novateur. De Georges Duby, je n'ai pris que des études sur lui, hein, pour éviter de venir avec une valise. L'histoire continue. Alors en fait, ce sont des dialogues, hein, sur sa conception d'histoire. Bien que ce sont des dialogues, j'ai lu ça il y a très très longtemps. C'est pas indiqué, mais non, ce ne sont pas des dialogues, ce sont, il me semblait pourtant que c'était des dialogues. En tout cas, il explique sa conception d'histoire, et Georges Duby et Guy Lardreau, là c'est vraiment des dialogues chez Flammarion, donc là ça s'appelle Dialogue. Voilà. Il explique sa façon de voir l'histoire médiévale. Alors, il me reste quelques ouvrages à vous montrer. Alors, de Pierre Houbert, l'édition de sa thèse abrégée, 100 000 provinciaux au XVIIe siècle, est un ouvrage majeur dans le domaine de l'histoire démographique et de l'histoire sociale. Donc ça se situe en Beauvaisis. Alors, ce sont ses souvenirs, 1915-1995, un parcours d'historien. Alors, c'est chez Fayard. D'Emmanuel Leroy-Ladurie, l'édition abrégée de sa thèse, les paysans de Languedoc, donc 16e, 18e siècle, c'est de la démographie en fait. Les parties de l'étude des compois, qui sont donc des registres d'impôts en Languedoc. Montaillou, qui était ce best-seller en 1975, Village occitan de 1294 à 1324. Donc c'est vraiment de la sociologie rétrospective. Et le carnaval de roman, déjà évoqué aussi, de la Chandeleur, une fête bien connue, hein, au mercredi des Cendres, 1579-1580. Alors de Philippe Ariès, qui était l'initiateur de l'histoire, c'est un des premiers historiens de la mort, des comportements religieux face à la mort. Il a été spécialiste également des comportements face à la vie chez les Français à l'époque moderne. Alors un historien du dimanche, au Seuil, ça s'appelle comme ça parce que son métier n'était pas d'être historien, il était directeur d'une compagnie qui vendait des bananes. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il est devenu, qu'il était officialisé en tant que directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. J'ai dit.